Oui, donc on a déjà, ça y est, les participants s'inscrivent et arrivent. Donc ça monte vite là. Hein. On va attendre un petit peu encore. « 12h02. On va peut-être commencer. Hein, je vois que le nombre de participants continue à grimper. Alors, bonjour à toutes et à tous. Pendant que je commence la présentation, on va accueillir encore un grand nombre d'invités de participants qui ne cessent de s'inscrire. On a une heure devant nous, l'objectif étant vraiment de consacrer une demi-heure à 40 minutes maximum à une première partie, et puis ensuite vraiment d'ouvrir le débat aux questions et vous permettre à chacun de pouvoir poser une question, débattre avec à la fois Gérald, Jacques et Stéphanie. Alors le sujet qu'on a ensemble choisi est un sujet qui finalement cette semaine dans les échos, dans la presse, a été aussi très relayé. Alors je ne sais pas si les échos nous ont pris un peu nos idées ou si on est dans l'actualité, dans le vrai sujet, mais en tout cas c'est un sujet qui passionne un certain nombre d'entre vous et d'entre nous, qui est réenchanter l'entreprise en période de crise. Alors derrière ce titre, il y a plusieurs sous-sujets, sous-thèmes bien sûr, et donc avec Gérald et Jacques et Stéphanie, on va aborder ces différents thèmes, mais bien évidemment, il y a des questions qui se posent comme comment réussir à animer et à réengager les équipes pendant cette période, et surtout après, sur le long terme, comment remobiliser les équipes, comment faire adhérer les équipes à un projet ou les refaire adhérer à un projet collectif sur aussi le long terme, comment faire adhérer aux valeurs, les valeurs évoluent de l'entreprise, et surtout redonner du sens. Encore ce matin dans les échos, il y avait un article dans les pages spéciales sur le sens et redonner du sens dans le travail, dans l'entreprise, en l'entreprise. Et donc tous ces sujets vont être des sujets qu'on va aborder ensemble avec Gérald, Jacques et Stéphanie. Alors, on ne va pas vous présenter dans le détail tout l'agenda, mais voilà comment on souhaiterait procéder. Vous avez la possibilité de poser des questions donc, sur le Zoom directement, et à partir de 12h30, 12h40, on ouvrira le débat à l'ensemble des questions. Vos questions dans le Q&A en bas de l'écran sur Zoom. Et sachez aussi que tout ce qu'on va donc se dire va être enregistré et vous aurez donc, on va vous envoyer par la suite et les replays et l'ensemble des informations de support liées au webinaire. Et si ensuite vous voulez commenter et nous dire ce qu'on peut aussi améliorer, n'hésitez pas donc sur la page LinkedIn de Delville. Alors, Delville, très rapidement, vous connaissez peut-être pour certains le cabinet, on fête nos 10 ans cette année. On aurait pu fêter ça dignement ensemble
réunis, mais on le fera peut-être l'année prochaine. On a aujourd'hui 4 bureaux, un bureau à Londres, un bureau à Lille, un bureau à Paris et un bureau à Lyon. Et on pense ouvrir prochainement un bureau sur Nantes. Et donc, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé à rejoindre l'aventure Delville, sur Nantes, n'hésitez pas, on est en plein recrutement de profils. En tout cas, on lance les recherches. Delville, c'est 25 collaborateurs répartis sur les différents bureaux. C'est 150 missions en 2019. Et c'est aussi un réseau européen avec des partenaires dans différents pays, notamment en UK, en Allemagne, Italie et d'autres. Voilà pour la petite présentation de Delville Group. Gérald, qui nous fait le plaisir donc d'être avec nous, que vous connaissez pour certains, j'imagine, puisque Gérald écrit beaucoup et commente beaucoup sur les réseaux et aussi au travers de son activité de professeur à HEC. Gérald a été patron de différents grands groupes internationaux et surtout a écrit il y a quelques années un bouquin, un livre sur le leader du troisième type qui a reçu le prix du management. Et c'est aussi un des sujets aujourd'hui qu'on va aborder. Jacques Pomereau, donc, qui est aujourd'hui le DG Afrique, France, Service, Gouvernement chez Bureau Veritas, a aussi connu une carrière au sein de grands groupes internationaux. On le voit aussi, Atos, Salesforce, SAP. Je crois même que SAP a été un lieu commun pour Gérald et Jacques. Donc, merci à vous deux, en tout cas, d'être présents et merci d'avoir accepté l'invitation autour de ce sujet passionnant qui vous passionne. Voilà. Alors, on va laisser tout de suite la parole à Jacques. L'idée étant que Jacques puis Gérald puissent partager leur point de vue, leur vision et leurs exemples concrets au travers du sujet donc, qui est le réenchantement d'entreprise. Ensuite, Stéphanie du cabinet Topics lancera le débat plus largement au travers de 2 questions adressées à Jacques et Gérald. Et puis ensuite, on ouvrira le débat à l'ensemble des participants pour que vous puissiez aussi poser vos questions et qu'on puisse aussi vous y répondre. Voilà. Je laisse donc la parole à Jacques. Merci Eric et merci à l'équipe Delville pour cette invitation sur un thème passionnant. Bonjour à tous. Donc en effet, c'est un thème absolument d'actualité et aujourd'hui, je voulais l'illustrer par 3 points. Tout d'abord, je vais présenter Bureau Veritas parce que c'est important pour parler de la raison d'être. Bureau Veritas, c'est une entreprise française qui a près de 200 ans, leader mondial dans le domaine des essais en laboratoire, des inspections réglementaires et de la certification. Tout le monde connaît les certifications et les normes ISO, mais on certifie aussi, par exemple, 30% des produits bio en France. Donc, Bureau Veritas, 75 000 collaborateurs dans 140 pays, qui a en fait un métier qui est celui d'apporter de la confiance. Confiance entre les parties prenantes d'une société, les clients, les consommateurs, les entreprises, les gouvernements. C'est au fond notre raison d'être qu'on résume en disant nous sommes une entreprise business to society. Et l'importance de cette raison d'être était absolument fondamentale pendant la crise, mais même indépendamment de la crise. C'est quelque chose qui est très important pour l'attractivité de l'entreprise, pour donner du sens. Et donc, nous réalisons fortement que notre métier, en fait, chez Bureau Veritas, c'est au fond d'apporter une certaine contribution à la société par nos activités. Maintenant, ce qu'on réalise, et c'est d'autant plus vrai ces derniers mois, c'est une montée en importance des thématiques RSE chez tous nos clients. Absolument l'intégralité des dirigeants qu'on peut rencontrer se posent des questions sur sa politique RSE. Beaucoup ont déjà défini les grands axes, mais il y a beaucoup de questions sur comment est-ce que je prouve mon engagement RSE, comment est-ce que j'audite et je démontre à mes collaborateurs, à mes actionnaires, à mes clients que mes engagements sont réels. Donc ça, c'est un vrai thème qui nous a amené chez Bureau Veritas à lancer la semaine dernière le sujet qu'on appelle la ligne verte, c'est-à-dire
un continuum d'activités, de certification, d'inspection sur l'ensemble des thématiques RSE, par exemple la production d'énergie verte, par exemple la rénovation énergétique, par exemple les certificats d'économie d'énergie. Donc on a beaucoup à apporter aux entreprises, à nos clients et au gouvernement sur la thématique RSE. Maintenant, ce qui est important, c'est d'en faire la pédagogie. La RSE est, je pense, vraiment à pivoter d'une thématique qui pouvait être perçue par certains comme un peu du greenwashing à une thématique très réelle et sur laquelle les consommateurs, les clients et les collaborateurs attendent du concret et des preuves. Donc, par exemple, chez Bureau Veritas, une de nos 7 priorités stratégiques dans la division dont je m'occupe, c'est redonner à la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a lancé il y a 2 ans un programme qui encourage tous nos collaborateurs à consacrer du temps et leur expertise pour des causes qui leur sont chères. Il s'agit de démontrer que plus qu'on autorise, on encourage chacun à choisir des causes et à donner de son temps et à apporter quelque chose que seule leur compétence permet de faire. Donc, ce n'est pas un patron qui va décider d'une cause, ce n'est pas un chèque qu'on va faire que n'importe quelle entreprise pourra faire, c'est du temps investi. Donc ça, c'est vraiment une grande thématique qu'on observe en interne et chez nos clients. Si on veut bien passer sur la page suivante, la deuxième grande thématique en ce moment et qui est vraiment à inventer ou réinventer, c'est les pratiques managériales. Parce qu'on parle depuis des années dans la littérature de management du management horizontal, du leader qui est un coach. Mais dans les faits, dans notre culture française, ça n'était pas encore vraiment entré dans les mœurs. On a quand même tous en tête certains défauts, le présentéisme au bureau, les longs horaires, le command and control du management hiérarchique traditionnel. Et puis soudain, avec le confinement en mars, le télétravail nous est tombé dessus et le besoin de réinventer les pratiques managériales. Et ça, on le voit vraiment très clairement. Soudain, avec des salariés qui sont à domicile, une force, par exemple, R&D ou créative qui est distribuée, eh bien, il faut soudain réinventer complètement le contrat social et le lien de confiance qu'un manager peut avoir avec ses équipes et vice-versa, qu'une équipe peut avoir avec son supérieur hiérarchique. Donc, très concrètement, chez Bureau Veritas, qu'est-ce qu'on a fait? D'une part, on n'a pas attendu la crise pour mettre en place le télétravail. Typiquement en France, depuis 2019, le télétravail était disponible sur une base volontaire jusqu'à 5 jours par semaine, dès lors que le manager hiérarchique approuvait et pensait que ça ne perturbait pas le fonctionnement d'un service. Donc, en un sens, la culture de confiance était déjà là. Mais ce qui a vraiment apparu pendant cette crise, avec la grande échelle du télétravail, c'est le rôle du manager, de l'animateur, puisqu'il n'est plus visible au quotidien. Mais au-delà de faire travailler une équipe, il faut sentir son moral, il faut la fédérer, il faut l'engager. Et donc, pour ça, on a développé des formations. Il y en avait avant, il y en a eu pendant la crise, sur comment est-ce que je prends le pouls de mon équipe. Comment est-ce que je m'assure que tout le monde a le moral? Comment est-ce que je m'assure que tout le monde est engagé? Comment je détecte les signaux faibles pour réenchanter, réanimer mon équipe? Donc ça, c'est un point qui est important et qui n'est pas fini, qu'il faut maintenir parce que c'est un mode de management nouveau et durable. Et bien sûr, le troisième point, c'est la co-construction. Pour fédérer et engager son équipe, il faut que l'équipe se sente partie prenante d'une stratégie. Donc, chez Bureau Veritas en France, on a mis en place un mode de management qui s'appelle V2MOM. C'est des initiales qui veulent dire vision, valeur, méthode, obstacle et métriques, ou mesure de performance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Ça veut dire que notre stratégie tient en une page A4. Et cette page A4 doit énoncer des priorités, forcément il y en a peu, faisables dans l'année. Mais au-delà d'être un mode de management classique, l'idée, c'est que cette V2MOM se décline par équipe. Donc, à mon niveau DG France et Afrique, on a une V2MOM qui est écrite ensemble, on y passe des heures, avec le comité de direction.
Mais ensuite, chaque membre du comité de direction va écrire sa propre V2MOM pour sa propre équipe. Et ensuite, ainsi de suite, dans les régions, dans les agences, dans les sites. Et chaque équipe, au final, doit écrire sa propre stratégie en une page A4. C'est un exercice managérial qui permet d'engager l'équipe, de contextualiser, puisque tout le monde peut voir la V2MOM du niveau au-dessus et ainsi de suite. Tout le monde peut voir la V2MOM des équipes à côté, puisque c'est partagé, c'est d'accès public, et ça permet de co-construire ensemble avec son manager les priorités pour l'année. Troisième thématique que je souhaitais aborder aujourd'hui, c'est le développement des compétences. Parce qu'on l'a tous lu, on l'a tous vécu, pendant cette crise, on a eu une formidable accélération de la transformation digitale des entreprises, bien entendu avec le télétravail, Zoom aujourd'hui et ainsi de suite, mais nous, on l'a vu dans nos métiers. Par exemple, nos inspecteurs qui traditionnellement allaient sur site chez nos clients inspecter un container, inspecter un immeuble, etc. Pendant cette crise, on développait des nouvelles façons d'inspecter. On a développé, par exemple, de l'inspection à distance sur des milliers d'établissements qui reçoivent du public, des hôtels notamment, pour tester et vérifier à distance en vidéo que les mesures anti-Covid étaient bien en place. On a développé, via des lunettes connectées, la façon d'inspecter à distance des équipements dans des pays dans lesquels on ne pouvait pas voyager. Le client porte les lunettes ou les tient et notre inspecteur regarde sur son ordinateur ce qu'il a inspecté. Tout ça a nécessité, bien entendu, des formations et de développer ses compétences d'inspection, d'audit et ce nouveau rapport au client. Ce qu'on a aussi observé, c'est que les compétences à acquérir, on ne pouvait pas les anticiper aussi bien qu'avant. Par exemple, le fait de se dire, tiens, soudain, on va passer en inspection à distance, c'était inimaginable dans beaucoup de métiers il y a ne serait-ce qu'un an. Donc, ce qu'il faut, c'est développer des formations plus facilement consommables, plus accessibles, courtes, et qui permettent d'enrichir ses compétences tout le temps. Par ailleurs, ce qu'on aperçoit aussi, et on le voit beaucoup si vous suivez des amis ou collègues sur LinkedIn, on a de plus en plus une fierté de publier les compétences acquises. Notamment dans le secteur technologique où j'ai beaucoup travaillé, quand on passe un diplôme interne, qu'on devient certifié sur tel ou tel produit, on aime publier cette certification sur son propre LinkedIn. Donc, le rôle de la formation d'entreprise en tant que valorisation d'un CV, d'un profil est encore plus important qu'il ne l'était avant. Et les collaborateurs aiment continuer à être valorisés tout le long de leur carrière. Dernièrement, le point que je voulais mettre en avant, c'est l'enrichissement des parcours que l'employeur doit offrir. Très concrètement, chez Bureau Veritas, on a des populations administratives qui font des tâches de bureau, qui peuvent être de planification de tournée ou facturation. Et on a mis en place des passerelles qui permettent à des volontaires de se qualifier pour devenir inspecteur, c'est-à-dire changer complètement de métier. Bien sûr, c'est un parcours de formation à suivre, hein, mais l'idée que l'on a et cette vision est que comme on ne peut pas tellement en fait prévoir les métiers de demain, il faut de l'agilité, de la fluidité et offrir aux collaborateurs la chance et l'opportunité d'évoluer au sein de l'entreprise au cours de leur carrière. Voilà, donc en conclusion, cette crise, et bien sûr, c'est un challenge. Ça a demandé à beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos collaborateurs, de nos managers, de nos clients, de sortir de leur zone de confort. C'est parfois source d'anxiété et c'est le rôle du management de donner une vision et d'accompagner. Mais comme tout challenge, moi, j'y vois une opportunité formidable de réinventer l'entreprise. Merci. Et Gérald, je te passe la parole. Merci Jacques. Merci Jacques. Et on viendra donc avec Stéphanie sur les questions qui se sont adressées. Donc raison d'être, pratique managériale et compétences upskilling et digital. Merci. Gérald? Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de partager ces quelques réflexions avec vous. Très en ligne avec ce que vient de dire Jacques, on a beaucoup de points communs. On a essayé de dégager 2-3 idées clés. Je vais essayer de les passer assez rapidement pour qu'on privilégie l'échange avec
les personnes qui sont connectées. Le premier point pour moi, c'est qu'on est, en fait, on est dans une transformation qui, il se trouve que le Covid est sans doute un accélérateur, mais en fait, on est dans une crise qui est bien plus profonde que ça. On est dans une crise qui dure depuis 20 ans. En réalité, quand on réfléchit bien, il y a eu l'effondrement qu'on a connu en 2000 avec l'effondrement des startups, puis il y a eu la crise des subprimes en 2008, suivie de la deuxième crise économique en 2011. Aujourd'hui, c'est le Covid. Le détonateur n'est pas le même, mais la problématique est là. On est en train de chercher un nouvel équilibre dans un modèle qui était, et c'est probablement le seul modèle qui valait depuis l'après-guerre, le modèle capitaliste, mais on sent bien que ce modèle, il faut le faire évoluer parce que on est dans une économie où, au fond, le seul critère de résultat et de performance, c'est le résultat du trimestre, c'est les KPI qu'on a atteints ou qu'on n'a pas atteints, qui permettent à l'entreprise de se valoriser ou pas. Ce qui fait d'ailleurs, vous le voyez bien, les écarts qui peuvent exister en bourse simplement parce qu'un KPI dévie un peu plus que d'habitude. La réalité, c'est que l'entreprise de demain, selon moi, va profondément évoluer dans sa mesure en intégrant des paramètres totalement différents. Est-ce que l'entreprise intègre, comme l'a dit Jacques, le RSE comme non pas simplement un discours, mais totalement intégré à sa stratégie d'entreprise, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait partie finalement de la génétique de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est capable d'avoir une politique de diversité, d'inclusion? Au fond, je disais dans une autre conférence que moi, j'ai beaucoup été marqué par la dernière théorie de Michael Porter, qui déjà nous avait gratifié de pas mal de théories il y a maintenant au moins deux ou trois décennies, où il avait sorti sa théorie sur l'entreprise étendue et les 5 forces de Porter. On connaît tous Porter. Mais là, il avait sorti une théorie extrêmement intéressante qui était la théorie de la shared value, la valeur partagée. Et son idée était de dire finalement, quand une entreprise à un endroit donné, qu'il soit géographique ou national, quand elle fait des profits, il n'est pas absurde de penser qu'elle doive redistribuer ses profits pour que ça lui revienne finalement par un effet boomerang en positif également. C'est-à-dire que si vous faites des profits et que vous êtes dans la ville de Grenoble, eh bien, vous avez intérêt à investir dans le système de santé parce que vos collaborateurs seront mieux soignés, dans le système éducatif parce que les enfants de vos collaborateurs trouveront un système performant et ainsi de suite. Et c'est une idée intéressante et je pense que les entreprises vont aller vers là. Donc, pour faire court là-dessus, c'est qu'on est dans une mutation. Cette mutation est sans doute accélérée par la crise que nous vivons actuellement et qui a quand même une déflagration incroyable à laquelle on n'était pas du tout préparé. Imaginez en décembre, on nous aurait dit voilà à quoi va ressembler l'année 2020. Personne n'aurait cru, on ne l'aurait pas cru, on n'aurait même pas pensé en faire une série. Et là, on y est. On y est, on est dans la rue avec des masques, on a de la distanciation. Enfin, c'est assez invraisemblable. En même temps, ça nous fait réfléchir. Le premier point qu'on a développé chez SAP, c'est un dispositif d'écoute profond. C'est-à-dire qu'on pense que pour changer, transformer l'entreprise demain, il faut d'abord écouter. Il faut écouter, et plus que jamais, il a toujours fallu écouter au fond, hein, mais il faut peut-être écouter encore plus qu'avant. Il faut écouter d'abord ses équipes, parce qu'elles sont au contact du terrain, donc elles ont des idées, et de ces idées, on peut en tirer un certain nombre de programmes. Alors, il faut écouter les clients, bien sûr, qui vont nous dire ce qui va, ce qui ne va moins bien, écouter l'écosystème des partenaires. Pour cela, on utilise évidemment des technologies que nous avons aussi chez SAP. On a racheté il y a 2 ans une formidable entreprise qui s'appelle Qualtrics, qui est le champion du feedback interne ou externe. C'est des enquêtes qui peuvent être menées grâce à la technologie, qui nous permettent de poser des questions, qui permettent par exemple à un dirigeant d'entreprise de savoir ce que pensent vraiment ses salariés, qui permettent à un dirigeant de savoir ce que pensent vraiment ses clients. Et je vous le donne en mille, bien souvent quand on mène ces études, on a des surprises monumentales. On pensait qu'on était vu de telle façon et en fait on s'aperçoit que ce n'est pas exactement ce qu'on avait en tête. Ça permet d'ajuster ces programmes et d'ajuster ces plans et c'est une très bonne chose. On a lancé, comme vous le voyez sur le chart là, un ensemble de programmes pour améliorer la qualité de vie au travail. Je pense qu'on voit plus que jamais qu'on va probablement ne jamais revenir dans un modèle d'avant. Le modèle d'avant est un modèle qui est finalement probablement périmé déjà. On va revenir dans un modèle hybride
un modèle où on sera obligé de conjuguer un travail à domicile, chez des clients, à distance, puis dans l'entreprise. Et donc, il va falloir adapter l'environnement de travail, les méthodes de travail et prendre en compte des points qui peuvent ne pas nous avoir du tout, pas du tout avoir capté notre attention précédemment. Par exemple, on a lancé un programme intéressant de Kids at Home, qui est la dernière ligne de ce chart. C'est-à-dire que pendant que les parents sont connectés dans des calls professionnels, ben, on a lancé des programmes pour aider les jeunes, leur proposer des jeux d'échecs, des jeux de réflexion ou des jeux plus liés à leurs études ou carrément du jeu pour les occuper tout simplement pendant que leurs parents étaient au travail. Parce que, évidemment, être confiné quand on a des enfants qui ont 23, 24 ans ou plus, et être confiné quand on a des enfants de 5 à 10 ans ou dans ces eaux-là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, je suis plutôt dans la première catégorie, mais j'ai autour de moi plein de jeunes qui étaient dans la deuxième catégorie et c'était un petit peu compliqué. Donc, on a fait beaucoup de choses au niveau de l'écoute. Le deuxième chart va vous dire qu'il y a aussi la stimulation des équipes. Jacques l'a abordé aussi. Alors, on a fait de la diversité une priorité. En fait, on a fait de la diversité une priorité depuis toujours. Ça fait plutôt 25 ans que je travaille là-dessus et chez SAP, on est sur ce sujet depuis quasiment toujours. On pense, et je pense plus que jamais, que tant qu'on n'aura pas atteint un vrai équilibre dans les entreprises pour refléter ce qu'est la société, il y a une forme de totale injustice dans le sens où une femme doit se battre 4 fois plus que les hommes pour atteindre les mêmes niveaux de poste. Comment imaginer qu'en 2020, on puisse encore continuer à se dire qu'une femme qui fait le même travail qu'un homme doit avoir le même salaire? Ça paraît tellement énorme que… Voilà. Et il est vrai que le confinement, pour un certain nombre d'entreprises et un certain nombre de personnes, a été l'occasion de creuser parfois le fossé qui peut exister entre les hommes et les femmes. Donc, on a publié avec 8 autres dirigeants récemment dans le Journal du Dimanche une tribune dans le cadre de l'Observatoire de la mixité auquel j'appartiens pour dire justement qu'il fallait redoubler d'efforts et être extrêmement attentif avec des actes très concrets. En clair, il faut de la confiance. Il faut de la confiance un peu partout dans l'entreprise, plus que jamais, parce que, au fond, ce que nous vivons actuellement, au départ, tout le monde s'est dit « Waouh, travailler à distance, ça ne va pas être simple ». Puis finalement, tout le monde s'est dit « Il y a quand même pas mal d'avantages ». Voilà, donc ça, c'était les côtés. Et puis, progressivement, comme ça a duré un peu plus longtemps que ce qu'on imaginait, il y a des phénomènes d'isolement, de déconnexion d'entreprise qui vont changer. La façon de manager à distance n'est pas la même que la façon de manager dans l'entreprise. Il va falloir qu'on réinvente le management. Rappelez-vous quand même qu'il y a eu pas mal d'écrits et de travaux qui avaient été faits sur l'entreprise sans chef, l'entreprise sans manager. Moi, je respecte tous les travaux parce que j'adore le leadership et le management. Donc, ça me plaît beaucoup finalement d'avoir des personnes qui travaillent là-dessus, même si j'étais totalement opposé à cette notion de l'entreprise sans chef. Je pense, et j'ai toujours pensé, que le manager est une courroie absolument essentielle dans l'entreprise. Simplement, la mission du manager est en train de changer. Et alors que le manager était dans les années 50, 60, 70, un donneur d'ordre, progressivement, avec la technologie, et on le vit aujourd'hui, on voit, et puis surtout la maturité des salariés qui aujourd'hui sont capables de s'approprier des problématiques et finalement d'être les propres moteurs de leur propre management. Ils sont capables de s'auto-manager au fond. Les managers changent, mais sont nécessaires. Les managers jouent un rôle absolument critique. Chez SAP, je dirais même que le manager qu'on appelle le manager de première ligne, c'est le manager qui est vraiment à proximité des personnes qui sont sur le terrain, pour moi, c'est le poste clé. Ces personnes-là peuvent faire basculer l'entreprise dans le positif ou le négatif en fonction de leur adhésion à l'entreprise qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Donc, on fait, comme vous le voyez en dernière ligne, beaucoup sur la formation, bien sûr, comme l'a dit Jacques d'ailleurs, mais aussi le coaching et l'accompagnement des personnes et des talents, parce que plus que jamais, il faut absolument qu'on soit proche des personnes, quel que soit leur profil, quel que soit leur métier. Il faut aider les personnes à progresser, à franchir des niveaux de compétences et de leadership. Le troisième chart est probablement le plus important pour moi. Ça fait des années que j'écris effectivement, comme l'a gentiment rappelé Eric en début de réunion.
mon troisième livre d'ailleurs, mon cinquième livre, pardon, Leader du troisième type, que j'ai sorti il y a 4 ans, Leader du troisième type, visait justement ça. C'est visé à dire, au fond, on a besoin d'autres leaders. On a besoin de leaders qui étaient jusqu'à ces dernières décennies des leaders très narcissiques, très égocentrés et tournés sur eux, vers des leaders qui vont avoir besoin d'évoluer vers plus de bienveillance, plus d'accompagnement, plus de travail collectif. Donc forcément faire appel à plusieurs qualités qu'on a citées dans cette discussion déjà. Et tout revient sur le sens. D'ailleurs, le sous-titre de mon livre, c'était comment donner du sens à notre action. Et je pense que plus que jamais, on le voit, et pas uniquement comme on le dit parfois les jeunes générations, je pense que c'est le cas de tout le monde, on a besoin aujourd'hui d'avoir du sens. On a besoin de croire dans ce que fait l'entreprise. Plus personne, dans les personnes qui sont connectées dans ce call et même parmi nous, speakers, n'avons envie de travailler pour un patron auquel on n'adhère pas, auquel on n'adhère pas à ses idées. Plus personne n'a envie de travailler pour une entreprise ou une association, un groupement politique ou autre qui ne reflète pas quelque chose qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes, dans nos tripes, j'allais dire. On a envie de travailler pour quelque chose qui nous stimule, qui nous donne envie. Et je dis souvent dans mes cours à mes étudiants, la définition la plus courte qu'on puisse donner au leadership, c'est un leader, c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre. C'est la définition la plus courte que je connaisse, mais qui, au fond, porte beaucoup de choses. Puisque dans quelqu'un que l'on a envie de suivre, le leader, il a besoin d'être suivi, sinon il est tout seul. On est difficile d'être un leader quand on est seul, donc il faut être suivi, mais il faut donner envie. Et ce n'est pas vous qui décidez si vous allez être un leader et si les gens vont vous suivre ou pas, c'est les autres qui décident. Et c'est ce qui fait la force d'un leader. C'est que le leader, il doit jouer sur un critère qui est le déclenchement d'émotions qui va faire qu'on a envie de s'identifier à cette personne et de le suivre. On n'est pas obligé d'adhérer à 100% des idées ou du profil d'une personne, mais on va trouver dans plusieurs personnes des briques qui, quand on se les approprie, vont construire votre propre personnalité, notre propre personnalité, et faire de nous ce que nous sommes, des êtres uniques. Et ça, pour moi, je trouve que cette crise que nous avons traversée ne fait que renforcer ça. Et c'est là-dessus que les entreprises doivent travailler pour fédérer autour de leurs valeurs et de leurs stratégies. Et c'est ce qu'on fait chez SAP France, bien sûr, faire adhérer l'ensemble des équipes. Et quand je dis équipe, je parle aussi de l'écosystème externe qui travaille autour du monde des SAP. Voilà ce que je voulais en introduction partager avec vous et je me réjouis maintenant de répondre. Merci à toi. Donc Stéphanie, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Topix, Topix donc, est un cabinet de conseil en stratégie et de transformation sociale et digitale. Donc, vous accompagnez, Stéphanie, avec Bruno Mettling et d'autres, au sein du cabinet, donc des grands groupes ou des sociétés en général qui veulent se transformer, soit socialement, soit en termes digital. Et sur votre site, il y a une phrase en conclusion qui est intéressante, qui veut dire « Il n'y a pas de performance économique sans performance sociale et réciproquement, pas de performance sociale durable sans performance économique. » Je trouve que cette conviction est assez forte. Connaissant Bruno Mettling, qui est très proche aussi du Club Delville en général, je trouve que ça reflète bien votre cabinet. En tout cas, merci d'être présente avec nous aujourd'hui, même à distance. Et donc, je vous laisse ouvrir le débat auprès de Gérald et de Jacques et ensuite auprès de tout le monde. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci à Eric de m'avoir convié à ce webinaire aux côtés de Gérald et Jacques. C'est vrai qu'on accompagne pas mal de clients dans leur transformation interne. Et du coup, aujourd'hui, on est en effet au premier rang de ces changements. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce qu'a apporté le confinement et cette expérience de télétravail général, c'est vraiment un changement de paradigme qui va venir bousculer à la fois les organisations et les modèles managériaux. Pour nous, c'est un changement durable avec le renforcement d'une conscience citoyenne. Donc, Gérald et Jacques en ont pas mal parlé, avec le besoin et la demande d'avoir des entreprises nettement plus engagées. Et on est en train de se dire qu'en effet, il faut une performance économique, il faut une performance sociale, mais il faut aussi une performance environnementale. On a vu par exemple des entreprises comme Danone, qui est la première entreprise qui est à mission, qui a fait cette déclaration au mois
juin, là, cette année, qui avait déjà des Bicorp aux États-Unis. On a des business models aujourd'hui qui sont beaucoup plus sur l'impact positif. On a des plans d'action RSE, comme l'a dit Gérald, qui sont beaucoup plus structurants, c'est-à-dire des business qui doivent vraiment avoir un impact positif, des plans d'action RSE qui mènent vraiment des rémunérations qui sont corrélées à des actions RSE. On a vu aussi la Maïf pendant le confinement qui a redistribué 100 millions d'euros à ses sociétaires. Donc vraiment, les entreprises aujourd'hui vont beaucoup plus loin et bien au-delà de ce qu'on faisait au début sur de la communication RSE. C'est vraiment des actions structurantes. Donc ça, c'est un premier changement qui est durable. Donc c'est un accélérateur de tendance, mais c'est vraiment très notable. On a un sujet sur le nouveau modèle qui va allier performance et bien-être. Donc, le confinement nous a permis de tester ça grandeur nature, c'est-à-dire que les entreprises ont continué à travailler, les entreprises ont continué à performer, tout en améliorant en effet le bien-être pour certains collaborateurs, pas pour tous, mais globalement un meilleur équilibre de vie-prix et vie pro. Certes, certains collaborateurs se sont sentis isolés, n'avaient pas forcément les locaux adaptés à ce télétravail, mais globalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler en ayant une vie plus agréable avec les enfants et les contraintes. Ça demande aujourd'hui, du coup, un nouveau modèle d'organisation du travail avec plus de nomadisme, plus de flexibilité, de l'agilité, de l'innovation, et ça repose la question de l'attractivité du lieu de travail. Ensuite, cette entreprise distribuée, donc avec des collaborateurs qui sont chez eux, mais des collaborateurs qui sont aussi au bureau, voire dans des tiers-lieux demain, nous amène à revisiter le modèle managérial. Donc là, pareil, Jacques en a pas mal parlé, Gérald aussi un petit peu. Mais en effet, c'était une tendance qui existait déjà avant le confinement. On était déjà sur l'abandon du command and control avec l'avènement du digital, des méthodes agiles, du design thinking, etc. Mais là, c'est encore plus vrai et ça devient plus difficile, en tout cas pour les managers, avec cette distance qui fait que c'est en effet plus difficile d'engager, de motiver les collaborateurs, de lancer des projets, de saisir en effet tous les non-dits, tout l'informel. Donc, il y a vraiment un modèle managérial à réinventer. Et dernier point, c'est l'émergence de nouvelles aspirations de collaborateurs, donc avec ce confinement. Une attente encore plus forte qu'avant sur l'équilibre vie-pri, vie-pro, un besoin d'autonomie. Ils ont eu le sentiment d'avoir été successful pendant ce confinement, d'avoir montré qu'ils étaient capables d'être responsables et donc ils ne veulent pas lâcher de là-dessus. Ils ont des envies d'intrapreneurship, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment contribuer. Donc, c'est le dont on parlait tout à l'heure, de contribuer vraiment à l'entreprise. Et puis, un vrai sujet aujourd'hui, c'est l'attractivité des bureaux. C'est maintenant, et ça n'existait vraiment pas du tout avant la crise, c'est il nous faut des raisons, des bonnes raisons de venir au bureau. Donc, venir au bureau, quel est l'environnement de mon bureau? J'aimerais que ce soit un peu plus comme à la maison. Et quel est le projet collectif? Quel est le sens de ma venue au bureau? Et donc, ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille. Ces 4 sujets sont vraiment des sujets avec lesquels on travaille avec les clients qu'on accompagne. Donc, ma première question pour Jacques et Gérald, en définitive, c'est pour eux, quels sont les enjeux de demain et quels sont les enjeux, les changements durables à court et à moyen terme, à la fois au niveau de l'entreprise. Donc, sur l'entreprise, on l'a vu, on a des sujets de culture, on a des sujets de maintien du lien et du collectif, on a des sujets de nouvelle organisation du travail. Sur les managers, on a un sujet de modèle de leadership et comment est-ce qu'on accompagne les managers vers ce nouveau modèle de leadership. Et puis, pour les collaborateurs, on a des sujets d'autonomie. Comment est-ce qu'on les aide à devenir plus autonomes? Comment est-ce qu'on les aide à apprendre? C'était déjà un sujet qui existait hier, mais qui devient encore plus prégnant aujourd'hui. Et puis, quel lieu de travail pour demain? Donc, je ne sais pas si Jacques veut répondre, par exemple, sur les managers ou Gérald sur le sens et sur l'entreprise, l'un ou l'autre. Gérald, si tu veux, je commence par les managers. Vous l'avez parfaitement dit, hein, les managers doivent apprendre et développer un nouveau mode de leadership. Moi, je le résumerai par une chose, c'est en fait créer la confiance. En gros, un manager aujourd'hui, ou en tout cas demain, c'est plus quelqu'un qui est légitimité par une position hiérarchique, mais c'est quelqu'un qui est légitimisé par la confiance qu'il ou elle inspire autour de soi. Et moi, on m'a donné une astuce parce que je me disais comment est-ce que je peux créer la confiance en fait. Et c'est une formule pour ceux qui aiment les maths qui est toute simple, mais que je trouve très, très efficace. La confiance, en un sens, c'est imaginez une fraction, c'est les promesses tenues. Donc, promesses tenues, montrer l'exemple, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait.
multiplié par l'investissement personnel, donc investissement dans l'entreprise, investissement auprès des collaborateurs, s'enquérir de leur bien-être, etc., mais divisé par la perception d'égoïsme. C'est-à-dire, si en tant que leader, vous êtes perçu comme égoïste ou comme faisant des choses pour vous, et ben vous avez beau tenir toutes les promesses, etc., la confiance tombe. Donc, ce que disait Gérald, c'est le leader de demain, c'est quelqu'un qui est en soutien. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses qui est suspecté de tirer la couverture à lui ou à elle. Donc, promesse tenue, fois investissement, divisé par perception d'égoïsme. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour aider les managers? Déjà, on leur apprend cette formule. On leur donne des outils de visibilité. Donc, il faut qu'ils puissent recevoir du feedback de leur équipe. Par exemple, c'est le feedback montant. C'est quelque chose qui est nouveau dans beaucoup d'entreprises, mais qui est extrêmement utile, qu'ils sachent donner du feedback. Et en un sens, beaucoup d'entreprises font beaucoup de formations techniques sur le contenu du métier, peu de formations managériales. Et c'est important de fournir aux managers des formations sur comment je crée la confiance, comment je suis un bon manager, comment je suis un leader. Donc là, le contenu des formations doit évoluer aussi. Gérald? Discuter, alors je ne vais pas répéter ce qu'a dit Jacques parce que je suis à 100% d'accord. Je pense que je vais plutôt parler du sens qui complète un peu le point, bien que quand on parle de leadership, on touche directement au sens. Je pense qu'on a commencé à en discuter tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas être que dans le verbiage, il faut être dans l'action. C'est-à-dire que donner du sens, ça doit être très concret. D'abord, il faut, et c'est pour ça qu'il faut écouter, mais il faut aussi expliquer. Et donc, ce qu'on a fait de façon concrète chez SAP, et je pense que ça a été fait dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'on a appris pendant ce confinement, si au moins il y a une chose qu'on a appris, c'est comment communiquer quand on est à distance. On a beau être en télétravail, SAP est une entreprise qui fait du télétravail depuis toujours, donc on pense maîtriser ce genre d'outils et de méthodes. En réalité, quand on est à 100% en télétravail, ce qui a été le cas jusqu'à la fin du mois d'août pour nous, voilà, si on ne veut pas perdre en route nos équipes et si on veut garder tout le monde, créer un ciment réellement, il faut changer les méthodes. Donc, on a surmultiplié en fait les communications. On a fait ce qu'on appelle chez nous des coffee talks, c'est-à-dire qu'en fait, on réunit les personnes le matin autour d'un sujet et puis on prend le petit déjeuner à distance. On a multiplié les sessions de travail et d'échange sur des thèmes très divers. En fait, on a favorisé au maximum, en utilisant au maximum la technologie, le dialogue, l'échange comme l'a dit Jacques, le fait de remonter les idées, ça oblige aussi le management à une forme d'humilité, c'est-à-dire d'accepter la critique. Certaines personnes sont structurées comme ça, ils aiment avoir du feedback, mais d'autres personnes sont en train juste de l'apprendre. Et c'est un métier que d'apprendre à être, entre guillemets, critiqué, qui peuvent être des critiques positives d'ailleurs, mais aussi des critiques de progrès. Je pense que ça, c'est super important. Je crois qu'une des choses essentielles pour donner du sens à ce que nous faisons, au-delà d'intégrer tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure de façon concrète, le RSE, la diversité, etc. Je pense que plus on ira vers des communications avec des KPI qui montreront l'entreprise sous son vrai jour, et pas uniquement des discussions un peu fumeuses où on dit on s'occupe de ça, je pense qu'il faut être très concret. La diversité femmes, par exemple, combien de femmes au COMEX? Combien de femmes dans les managements, dans les positions managériales intermédiaires? À l'embauche, est-ce qu'on embauche combien de femmes par rapport à combien d'hommes, etc. Des indicateurs très précis qui vont donner une vision de ce que l'entreprise fait ou pas. Mais il y a un point qui, moi, me plaît beaucoup, c'est que j'interviens dans de nombreuses entreprises au titre de mes activités annexes également, et j'essaie de le faire sur SAP, mais un point qui me plaît beaucoup, c'est que les dirigeants sont en train de se rendre compte que avoir des équipes diversifiées autour d'eux est un atout. En France, on a peut-être ce défaut de vouloir toujours se répliquer. Alors, on prend les anciens de la même école, les anciens d'un même réseau, etc.
alors même qu'avoir les bonnes personnes, comme je le dis souvent, avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour faire les bonnes choses au bon moment, justifie le fait d'avoir justement des personnes qui viennent d'horizons très différents. Et là, on est en train de le découvrir. Parce que pour faire face à des crises inédites comme celles que nous traversons aujourd'hui, il faut avoir des personnes totalement différentes. Des personnes qui vont être capables de capter des choses que d'autres ne pourront pas capter. Des personnes qui vont avoir des solutions et apporter des solutions que d'autres n'apporteront pas. Et c'est la diversité qui apporte ça. Et c'est pour ça que je suis hyper mobilisé là-dessus. Je voudrais juste rebondir. J'ai scanné un petit peu les questions-réponses qui ont été posées par écrit. Et il y en a, et je conclurai là-dessus. Il y a un point où on dit, mais les entreprises françaises sont en train d'apprendre ce que les entreprises américaines font depuis très longtemps. Alors, je dis à ça, pour avoir vécu aux États-Unis et pour avoir vu et avoir travaillé pratiquement toute ma carrière, à part en ce moment et chez Cap, avoir travaillé dans des entreprises américaines, je pense que le modèle américain a beaucoup de points sur lesquels dont on peut s'inspirer. Par exemple, le fait qu'aux États-Unis, ils considèrent que la formation initiale est importante, mais qu'elle n'est pas la fin de tout. C'est-à-dire que nous, en France, on considère que quand on est sorti d'une grande école, l'autoroute est ouverte et gratuite. Non, je pense qu'il faut se former toute sa vie et quelqu'un peut être sorti d'une grande école et devenir totalement obsolète à 40 ou à 50 ans. C'est une certitude s'il ne fait aucune formation complémentaire. Mais par contre, là où je pense qu'il faut moduler un peu, c'est que si les entreprises françaises sont en pleine mutation, ont beaucoup de choses à faire, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a justement une différence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Aux États-Unis, rappelons-nous que tout est guidé par le juridique. Donc, quand vous dites sur la diversité, par exemple, il va y avoir des discours qui seront faits, mais beaucoup de discours, est-ce qu'ils sont suivis vraiment d'actes concrets, etc. Question mark. En France, on a parfois l'inconvénient, de ne pas faire les choses. Par contre, je pense que quand on fait des choses, on le dit et ça correspond à ce qui est fait. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas me mettre en défense du modèle français ou européen. Je dis simplement qu'il y a un équilibre à trouver et qu'il ne faut pas croire que le modèle américain est le modèle à copier à 100%. Il y a plein de bonnes idées, mais le modèle français a plein de bonnes idées aussi. Il faut simplement qu'on réalise aujourd'hui en France qu'il y a des choses qu'il faut qu'on abandonne. Ces castes de privilégiés où on se coopte les uns les autres, etc., c'est un modèle qui a vécu. Il faut définitivement faire basculer l'entreprise dans le monde du 21e siècle avec les femmes qui auront leur place, la diversité, l'inclusion, la chance pour chacun, qu'on arrive à recoller les morceaux entre les quartiers favorisés et défavorisés. Il faut qu'on arrive en fait à faire en sorte qu'il n'y ait plus de fossé comme on l'a malheureusement encore dans nos démocraties et en France en particulier. Mais bon, on a quand même beaucoup d'atouts en France. Hein. L'enseignement en France, on a beau le décrier, c'est quand même un des plus beaux enseignements qui existent au monde. L'école publique, c'est une chance incroyable. Et on l'a encore vu récemment, beaucoup ont dit à quel point l'enseignement public était fondamental. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'être en France. C'est un beau pays. Il faut juste maintenant qu'on bascule dans un autre monde et cette crise va nous y aider, je pense. Merci Gérald. Stéphanie, une autre question ? J'avais un deuxième point que j'avais envie de partager avec vous qui concerne l'épuisement des managers dont on commence à parler, qu'on commence à observer, et celle des collaborateurs dans une moindre mesure, à la fois parce qu'ils ont dû s'adapter à une situation exceptionnelle et de façon relativement durable, mais aussi pour les managers parce qu'ils font la jonction entre des directions générales qui sont encore beaucoup sur le reporting, le command and control, et qu'eux essayent de, au contraire, instaurer un dialogue de confiance, une responsabilisation des collaborateurs. Donc ça, c'est d'une part par rapport à leur position et d'autre part par rapport à la charge de travail. C'est un sujet qu'on commence à beaucoup travailler avec les clients qu'on accompagne. On a en fait reproduit les défauts de l'ancien système sur le nouveau système et en fait, il faut revisiter la façon de travailler, revoir cette comitologie excessive. On a vu là pendant le confinement des gens qui, de 8h à 21h, enchaînaient des Zooms sans pause. Il n'y a même plus les SAS qui sont liés au transport. Il n'y a plus vraiment de pause déjeuner. On culpabilise de fermer son ordinateur le soir. Donc, on n'a même plus le sentiment d'avoir le droit à la déconnexion, même si l'entreprise n'a rien dit. Mais en fait, une difficulté à s'autodiscipliner et la nécessité de révisiter la charge de travail. Je ne sais pas si Jacques ou Gérald, vous avez… On va laisser peut-être Jacques démarrer, puis Gérald.
sachant qu'il nous reste 10 minutes et qu'on a eu pas mal de questions, mais qu'au fur et à mesure, vous y répondez finalement à ces questions dans un ordre différent. Il restera peut-être 2-3 questions vraiment qui n'ont pas été encore abordées de la salle. Donc, je vous laisse répondre aux questions et puis je compléterai avec une ou deux questions. Très bien. Jacques ? Oui, le sujet est extrêmement important. Tout le management a montré une très grande résilience dans cette crise, mais la résilience, c'est pas quelque chose qui peut durer éternellement. Donc, en effet, l'équilibre, si vous voulez, la balance et le bien-être s'appliquent à tout le monde. Et je répondrai en disant les managers ont eux aussi des managers. C'est à chaque niveau d'être perceptif, de montrer l'exemple en disant c'est OK de déconnecter, c'est OK de ne pas répondre ou travailler jusqu'à tard le soir et d'être sensible en un sens au sentiment de fatigue. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les signaux faibles de son équipe. Il faut savoir les détecter et les adresser parce qu'en effet, c'est une problématique qui va perdurer et qui est, on va dire, un risque inhérent à un télétravail trop peu cadré, en effet. Absolument. Oui, alors très brièvement, sur le risque, j'ai dit au début de toute façon que la place que j'accordais aux managers et l'importance que j'accordais aux managers, et en particulier aux managers qui sont vraiment sur le terrain. Donc du coup, la conclusion aujourd'hui sur les épaules de ces 10 managers, si on ne les accompagne pas, c'est compliqué et ils peuvent basculer et du coup leurs équipes avec. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'attention pour éviter ça. Moi, je pense que la formation sur lesquelles on essaye de jouer beaucoup, et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mentoring et le coaching qui ne sont pas la même chose. Hein. Le mentoring, c'est vraiment mettre quelqu'un de l'entreprise, c'est généralement pas de la même structure managériale, pour suivre les personnes et les aider à progresser dans l'entreprise. Et puis le coaching qu'on utilise énormément chez SAP, on fait appel à des coachs externes. On a un réseau qu'on ne cesse de densifier et on forme aussi bien les jeunes, les plus expérimentés, les non-managers, les managers. À chaque fois qu'une personne finalement traverse une problématique qui nous paraît essentielle, on lui accole un coach parce qu'on pense que avoir le regard externe de quelqu'un qui va vous accompagner, vous aide. Puis c'est comme, vous savez, le coaching, ça a ceci de commun avec une thérapie, c'est qu'on part de la même base, c'est-à-dire ce qu'on est, le passé, ce qu'on a vécu, etc. Mais la différence avec la thérapie, c'est que le coaching a une fin. On définit une fin, c'est-à-dire une date à laquelle on veut atteindre un objectif donné et on définit cet objectif. Et donc, du coup, c'est très efficace. Et ça permet d'aider les personnes qui peuvent, par contre, vider leur sac avec quelqu'un qui ne va pas les juger, mais qui va les aider. Ça fait quand même une sacrée belle différence. Merci. Merci Stéphanie. Oui, merci. Donc, il nous reste 6 minutes. Encore une fois, on a eu pas mal de questions. Alors, il y a peut-être une question pour tous les deux. En tout cas, le télétravail est un sujet qui est revenu régulièrement dans toutes les questions, hein, mais surtout télétravail. Et je vais vous donner 3 questions comme ça qui ont été un peu condensées. C'est quelle proportion entre travail sur site, au bureau et télétravail à la maison. Inversement, ne faut-il pas organiser des entreprises pour que les collaborateurs viennent dans les locaux uniquement pour des événements collectifs ou de cohésion? Question à vous deux. Je vais commencer. Alors, je crois que Jacques a un souci de micro. Ouais. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, je dirais que ça dépend, en fait, c'est une réponse un peu évasive, mais ça dépend de votre métier. Dans le cas de Bureau Veritas, la grande majorité de nos collaborateurs sont des inspecteurs qui, comme je le disais, font un peu de mission
à distance, mais dans la majorité des cas, comme des consultants vont chez les clients observer un objet, un site, quelque chose de physique. Donc, pour eux, en un sens, le travail doit être chez nos clients, parce que c'est notre métier. À l'inverse, pour les collaborateurs qui sont dits sédentaires, donc qui ne sont pas au contact des clients physiques, notre politique, en tout cas, c'est sur la base du volontariat, des situations individuelles et flexibles. Donc, je peux vous donner les chiffres aujourd'hui. La majorité des collaborateurs ont choisi de faire du télétravail à long terme, Covid ou pas Covid, pour en moyenne entre 2 et 3 jours par semaine. Certains ont choisi l'option 5 jours par semaine, d'autres 0, et c'est absolument volontaire. L'idée est quand même de trouver je dirais des rituels pour se retrouver. Garder en un sens l'esprit d'équipe, et ça nécessite, on va dire, quand on sera sorti de cette crise sanitaire, ça nécessitera, je pense, un minimum d'interaction. Alors, ça pourrait être pour des rituels collectifs de créativité, d'alignement d'équipe, de convivialité, mais la bonne balance sera à trouver, probablement un minimum d'une journée par semaine. Gérald, je vais te laisser compléter. Oui, très rapidement, Jacques l'a dit, ça dépend complètement du métier de l'entreprise, des secteurs dans lesquels on évolue et du métier qu'on fait en plus. Donc, chez SAP, on est quand même assez privilégié de ce point de vue-là, puisque notre travail, on peut le faire pour une très grande partie à distance. Donc, on peut avoir un vrai hybride. Voilà. Alors, quel est l'équilibre? Je pense qu'on a bien vu pendant cette crise aussi qu'être complètement en télétravail, c'est compliqué parce qu'on a besoin de se retrouver avec les gens, d'aller à la fameuse machine à café qui a quand même beaucoup de mérite et de discuter de visu avec les personnes, d'échanger. Moi, je pense que pour ce qui est SAP, je pense que l'équilibre se situe aux alentours de 3 jours au travail, dans les bureaux et 2 jours à distance. Il faut quand même se rappeler que ce qui a été dit par Stéphanie tout à l'heure, c'est qu'on travaille beaucoup plus et avec malheureusement pas beaucoup de limites quand on est à distance. C'est très compliqué. Là, il y a une vraie formation à suivre qu'on n'a pas encore vraiment, on n'est pas au bout de nos peines. Quand est-ce qu'il faut fermer le couvercle de son ordinateur et de se dire qu'on va basculer dans sa vie familiale, c'est compliqué. Hein. Et moi, je le vois, les collaborateurs de SAP qui sont à 100%. Hier, j'étais avec une belle entreprise qui s'appelle Beau Manoir, que vous connaissez sans doute. C'est des marques comme Morgan, Cache-Cache, Bonobo, La Halle. Je les ai rencontrés, j'ai découvert l'étendue de leur marque et de leur groupe. Voilà, ils me disaient que eux, évidemment, dans les commerces fermés, travailler à distance, il y a plein de métiers, c'est impossible. C'est juste impossible. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais il y a un confinement, malheureusement, beaucoup d'entreprises comme ça sont obligées de passer massivement en chômage partiel parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc, je pense que ça dépend complètement du secteur. Mais voilà, moi, ce que j'aime bien dans cette crise, il faut bien qu'on aime des choses, c'est qu'elle va nous permettre de trouver un nouvel équilibre. C'est clair. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Eric? Oui, il reste 1 minute, donc c'était une bonne conclusion, okay. L'équilibre, mais allez-y Stéphanie, avec grand plaisir. Non, je voulais dire en effet que ça dépendait complètement de la culture, de la modernité et du métier. Ce qu'on observe, nous, chez nos clients, c'est à peu près 2-3 jours en télétravail, 2-3 jours au bureau. Mais ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de fixer un cadre et des règles pour que malgré tout, le lien, le collectif perdure. C'est-à-dire que chaque équipe définisse les jours où ils vont être ensemble au bureau. Et on est en train aussi de définir des plages horaires, donc 10h midi, 9h30 midi, 2h, 4h30, où en fait, on demande aux collaborateurs d'être en ligne et d'être là pour que l'entreprise puisse continuer à travailler en transversal. Parce que le risque de cette crise aussi, c'est que les silos entre équipes ou business line se renforcent, mais qu'on perd le transversal. Donc voilà, on est en train de travailler avec les entreprises qu'on accompagne sur un cadre qui va permettre de donner à la fois de la flexibilité et de l'autonomie aux collaborateurs, mais qui va maintenir le lien collectif. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, un grand merci à vous trois, Stéphanie, Gérald, Jacques, pour avoir accepté l'invitation et avoir été avec nous aujourd'hui. Il y aurait eu plein d'autres questions. Je pense qu'on a sincèrement répondu à pas mal d'entre elles au travers des différentes présentations et des questions-réponses. Il y a peut-être 2-3 questions qu'on pourra un jour
au travers de nos emails et des supports qu'on va envoyer, peut-être répondre aussi, qui était une question liée aux actionnaires. Est-ce qu'il y a un changement de point de vue aussi du côté actionnaire, voire même fonds d'investissement au travers de la co-construction et de l'investissement des collaborateurs? Eric, si tu me permets, Ouais. une seconde. Si tu me permets, je voudrais juste dire un mot là-dessus parce que c'est Ouais. super important. Ouais. Je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on va changer les marchés et les private equity. C'est plutôt aux dirigeants d'entreprise de se dire que s'ils intègrent des critères comme la diversité, l'inclusion, les RSE, etc., ça va leur permettre d'être plus performants. Il faut inverser le sujet. Oui, absolument. Voilà, donc on a répondu à la question, merci. En tout cas, c'était des questions posées et qui revenaient assez régulièrement. Et puis, je pense que vous avez vraiment été présents sur le RSE, et Jacques l'a dit, hein, et toi aussi Gérald, il faut maintenant la vivre de l'intérieur. Ce n'est pas juste du PowerPoint ou une présentation, c'est aussi de la vivre de l'intérieur de l'entreprise. Et puis bon, je ne pourrais pas conclure sans aussi rappeler que des questions ont été posées sur notre métier du management de transition. Et bien évidemment, on le voit nous aujourd'hui, c'est aussi un moyen d'accompagner les changements d'entreprise que l'on voit au quotidien. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Un grand merci. À très bientôt pour le prochain webinaire. Et on vous envoie les supports avec Anne-Lise, qui a contribué donc à toute l'organisation, toute la logistique, Anne-Lise Belleux chez nous, en charge du marketing et des événements, qui est devant moi et qui rougit un peu. En tout cas, merci à elle et merci à vous tous. Merci à tous. Merci. Merci.